Bonjour les élèves! Donc aujourd'hui on va voir les modèles atomiques de Aristote jusqu'à Thomson. Donc un peu de vocabulaire, le mot atome vient du grec atomos qui signifie insécable, donc inséparable. On pensait tout d'abord que ces atomes étaient la plus petite particule qu'on pouvait trouver dans l'univers et qui composait la matière. Les modèles atomiques ont été utilisés pour représenter cette réalité-là qui était invisible pour nous. Donc, on avait besoin de modèles pour se figurer, mais c'est quoi ça, les atomes, et de quoi c'est fait. Donc, on commence avec Démocrite. Démocrite, lui, pensait que les atomes étaient invisibles, première des choses, dû à leur petitesse. Il pensait surtout que c'était des particules un peu de forme géométrique, entourées de vide. C'est pour ça qu'on appelle sa théorie la théorie de la discontinuité, parce que chaque atome était séparé par du vide. Donc, ça permettait entre autres le mouvement selon lui, donc quelque chose qui était un peu plus liquide, possédait plus de vide pour pouvoir bouger les atomes un sur l'autre. Quelque chose qui était plus solide avait moins de vide, donc ce qui fait que les atomes étaient un peu plus comprimés, avaient moins de liberté de mouvement. Pour lui, tous les atomes avaient des tailles et des formes totalement différentes. Ça expliquait pourquoi c'est pas toutes les choses qui sont de même couleur ou de même texture. Ensuite est arrivé Aristote. Donc Aristote lui dit c'est pas vrai, il n'y a pas de vide, parce que s'il y avait du vide, ben ça, je passerais à travers des murs, n'est-ce pas? C'est l'évidence même. Donc pour lui, la matière est divisible à l'infini et remplit tout l'espace de toute chose, comme une espèce de grosse pâte à modeler. Donc même les choses qui sont transparentes comme l'air étaient composées d'une espèce de grosse pâte à modeler transparente dans laquelle on vivait. C'est la théorie de la continuité. Donc il n'y a aucun vide dans cette théorie-là. Pour expliquer la différence entre les nouvelles substances, toutes les substances entre elles, il était basé sur les quantités des 4 éléments qui se combinent. Donc ici, vous avez la vision démocrite de la chose, donc différentes particules, tout simplement, pour différentes matières, différentes substances, composées principalement de vide. Il imaginait beaucoup des formes géométriques. Aristote, lui, c'était plutôt, tout était une espèce de grosse pâte à modeler compacte. Même si on ne voyait pas à travers, il était quand même présent, il remplissait toute chose, il n'y avait aucun vide dans sa théorie. Il y avait les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, qui composaient toute chose. Donc pendant 2000 ans, c'est lui qui a réussi à convaincre tout le monde que c'était le cas. On y allait même de par les théories de la médecine avec les saignées étaient basées sur la théorie d'Aristote des atomes. Parce que par exemple, quelque chose qui était chaud et humide était associé à l'air. Et à ce moment-là, le sang qui était chaud et humide, ben ça avait trop d'air. Fait que là, il fallait absolument qu'on limite les apports d'air dans ta chambre. Fait qu'on te faisait suffoquer dans un gros feu de bois. Puis en plus, on te faisait des saignées pour enlever ton surplus de chaud et humide en toi. Donc, tout était basé sur les atomes, la théorie de l'atome d'Aristote. À quel point un atome c'est petit? Une feuille de papier a une épaisseur d'environ 1 million d'atomes. Une goutte d'eau, 10 000 milliards d'atomes dans une goutte seulement. Et si on regarde un point imprimé dans votre manuel, c'est au moins 50 millions d'atomes seulement. Donc, vous comprenez que c'est extrêmement petit, un atome. Est-ce qu'on a déjà vu un atome? Donc, ici, vous avez des images prises avec un microscope à effet tunnel, qui est un des microscopes les plus puissants qu'on a. Ce qu'on peut observer, c'est des molécules. Donc, ici, la molécule, au microscope, c'est ceci qu'on voit. Donc, on ne voit pas exactement les atomes, mais on peut s'imaginer la structure que les atomes prennent quand ils forment des molécules plus complexes. On voit la même chose ici et ici. Si on veut aller plus loin, on a vu aussi les phénomènes plus électriques. Donc, c'est une réalisation en 3D de ce qui peut être observé. Et là, on peut même observer la présence du noyau au centre et on voit des espèces de cercles concentriques autour. Et les petits pics représenteraient la présence des fameux électrons qui gravitent autour du noyau. Donc, ça, c'est une figuration qu'on a faite à partir de mesures qu'on a prises. Donc, ça pourrait être aussi une théorie valable qui vient appuyer notre théorie actuelle de l'atome.
Donc après Aristote est venu Dalton. Dalton, sa particularité, c'est que c'est le premier qui fait une expérience pour prouver sa théorie de l'atome. Donc Démocrite et Aristote, c'était des grands penseurs, mais pas nécessairement des scientifiques en proprement parler. Dalton est donc le premier scientifique à faire une expérience pour prouver sa théorie. Et il revient un peu à la théorie de Démocrite, soit des particules indivisibles sphériques qui se distinguent par leur masse. On appelle souvent le modèle de Dalton le modèle boule de billard. Donc, lui, il s'imagine que les atomes sont des petites boules de différentes tailles selon les différents atomes qui composent la matière. À noter, tout à fait de façon pas rapport, John Dalton ressemble quand même pas mal à John Lennon. Je vous laisse méditer là-dessus. Modèle atomique, matière composée d'atomes petits et indivisibles. Tous les atomes d'un même élément seraient identiques, des éléments différents. On aurait des boules de taille différentes. Les atomes, selon Dalton, peuvent se combiner pour former des composés, des molécules. Et quand on fait des réactions chimiques, dans le fond, les boules qui représentent les atomes se défont et se refont pour former des nouvelles substances. Rien ne se détruit dans la théorie de Dalton, tout est seulement réutilisé, réaménagé d'une façon différente. Donc on n'est pas loin de la réalité pour vrai pour 1808. Là. L'expérience de Dalton, c'était sur des gaz. Donc, il a regardé le comportement de gaz et ça lui a inspiré sa théorie de boules de billard. Donc, tous les atomes étaient représentés par des boules à ce moment-là. Et puis arriva l'électricité avec Thomson. Le problème avec le modèle de Dalton, bien qu'il soit très pratique, très visuel, très facile à comprendre pour l'époque, il expliquait aucunement les théories sur l'électricité. Donc, l'électricité, on l'a utilisée avant de comprendre comment ça fonctionnait réellement au niveau atomique. Thomson, lui, s'est penché vraiment sur qu'est-ce qui arrive dans des phénomènes électriques par rapport aux atomes. Donc, J.J. Thomson, l'électricité statique est à la base de ces questionnements. Il fait beaucoup d'expériences avec des tubes cathodiques, c'est-à-dire des tubes avec des métaux qui sont positifs et négatifs. Il fait aller des faisceaux lumineux là-dedans. Il va observer en fait un faisceau électrique être dévié. Donc, il excite tout simplement un gaz à l'intérieur. Ça fait un faisceau lumineux et il est capable de le faire dévier sur des bandes positives et négatives quand on le place de chaque côté. Et c'est là qu'il réalise qu'il y a un phénomène justement lié à une charge électrique à l'intérieur des atomes. Donc, la déviation se fait vers l'anode plus. Donc, l'anode, c'était la partie qui utilisait le métaux qui était chargé positivement. Comme le faisceau dévie vers l'anode, ça veut dire qu'on a affaire à une particule qui serait négative. Donc, à l'intérieur de l'atome, sa théorie est basée là-dessus. On a quelque chose de négatif qui peut être dévié. C'est là que vient son idée d'électron. Et ça explique en fait tous les phénomènes d'électricité statique qu'il a observés. C'est la grosse révolution parce qu'on réalise que l'atome n'est pas indivisible, contrairement à ce que pensaient Dalton et Démocrite avant lui. Dalton, il voyait vraiment la boule unique, solide, c'était la plus petite unité. Là, en fait, Thomson, ce qu'il vient de prouver, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette fameuse boule-là qui a appelé l'électron. Donc, Thomson propose un nouveau modèle. Donc, pour expliquer que la matière n'est pas constamment en réaction électrique avec son environnement, il détermine que l'atome est quand même neutre. Donc, c'est-à-dire que s'il y a ces charges négatives qu'il a appelées les électrons à l'intérieur, il y a aussi des charges positives qui balancent le tout. Donc, pour lui, l'atome est donc une sphère positive dans laquelle flottent des petits électrons négatifs qui peuvent se déplacer. Puis quand ils se déplacent, ben c'est justement ça qui va créer un courant électrique. On appelle son modèle le plum pudding, ou on peut aussi dire en français le pain au raisin. Pourquoi pain au raisin? Ben, c'est parce qu'il s'imagine que la pâte est en fait la pâte positive de l'atome et que les petits raisins, ben, c'est comme les petits électrons qui se déplacent à l'intérieur de cet atome-là. Une petite récapitulation. Donc, Démocrite dit que la matière est discontinue, des particules de formes toutes différentes, souvent géométriques, qui sont séparées par du vide. Aristote dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas de vide, c'est juste une grosse pâte à modeler faite de feu, air, eau et terre, et il a gagné pendant 2000 ans.
Ça a pris 2000 ans avant que quelqu'un disait, c'est bizarre ça comme théorie. Dalton est arrivé, a fait une première expérience avec les gaz et a découvert que les atomes étaient sûrement sphériques et que chaque atome différent avait une grosseur, une taille différente. Thomson arrive ensuite et découvre qu'il y a des charges électriques dans le fameux atome. Donc, l'atome est maintenant divisible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus petit que l'atome, ce n'est pas la base la plus petite de l'univers qui compose toute chose. Donc, Thomson arrive avec sa théorie des particules négatives, des électrons, qui flottent dans une grosse boule de masse positive.